Merci Monsieur Hamon, merci à l'UNAFAM de m'avoir invité aujourd'hui. Bonjour à tous. Ma présentation est la continuité directe de celle du professeur Lemogne. Parmi les solutions, on l'a évoqué, il y a avant tout la prévention. On sait que la médecine occidentale est une médecine qui est souvent très efficace pour l'intervention curative, mais qui a peut-être plus de points d'amélioration sur la question de la prévention et qui s'inspire beaucoup d'autres médecines plus orientales sur cette question. Et donc j'ai choisi de commencer en fait cette présentation par une petite fable que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendue, qui est la fable des princes de Sérandipe. Le roi de Sérandipe avait 3 fils et il souhaitait leur fournir la meilleure éducation possible. Pour cela, il a convoqué les meilleurs précepteurs du royaume pour transmettre à ses fils les connaissances actuelles de l'époque dans l'ensemble des domaines de la connaissance. Et pour parfaire leur éducation, il décide à leur majorité de les exiler du royaume pour les obliger à aller découvrir le vaste monde et utiliser les connaissances qu'ils ont acquises pour se représenter le monde et aller à la découverte du monde. C'est ce conte qui a inspiré Voltaire pour la rédaction du roman Zadig, qui est enseigné dans les écoles, et qui a également inspiré un médecin que vous connaissez tous, Sir Arthur Conan Doyle, qui est l'auteur des enquêtes de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qui utilise un raisonnement indiciaire pour résoudre des énigmes. Il va aller piocher des indices qui apparaissent anodins pour aller élaborer une théorie qu'il va ensuite mettre à l'épreuve. Donc c'est ce raisonnement qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est un mot qui nous vient du monde anglo-saxon, mais qui, à l'origine, était un mot d'origine latine. Sérendip veut dire Sri Lanka en perse, et Sri Lanka veut dire île dorée. Et la sérendipité, contrairement à ce qu'on peut entendre dans le langage courant, c'est pas découvrir quelque chose par hasard, ça fonctionne en 4 étapes. La première étape, comme les princes de Sérandipe, c'est de s'enrichir du maximum de connaissances possibles sur un domaine que l'on souhaite explorer, sur une question que l'on souhaite résoudre. La deuxième étape, on en parle assez peu parce que c'est une étape sur laquelle on a peu de pouvoir, c'est une étape de jachère pendant laquelle le cerveau réorganise les connaissances acquises et va créer des liens logiques et ainsi se créer une représentation de ces connaissances pour en faire une représentation la plus efficiente possible. Et la troisième étape, c'est l'étape même de sérendipité, où dans cet état de connaissances acquises arrive un élément qui n'était pas prévu ou qui n'était pas explicable, et souvent un élément qui a déjà été constaté par plusieurs chercheurs ou plusieurs personnes, mais sur lesquels on avait passé son chemin en disant « passé, il n'y a rien à voir ». Or, la personne qui aura passé les différentes étapes de la sérendipité, elle va voir là quelque chose à expliquer et va intégrer ce nouvel élément dans la théorie et proposer une nouvelle théorie. Et c'est comme cela que les sciences ont évolué pendant des siècles avant l'avènement de l'evidence-based medicine dans les années 60-70, donc la médecine basée sur les preuves, qui a la force d'apporter une force de preuve statistique, mais pour laquelle on peut faire le reproche qu'elle peut tuer aussi la créativité et la découverte. Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, la découverte de nouvelles pistes thérapeutiques est de plus en plus compliquée, de plus en plus laborieuse. Donc pour résumer la sérendipité, on peut utiliser cette phrase fameuse de Pasteur, car c'est la méthode que Pasteur enseignait à ses étudiants. Cette citation que vous connaissez tous, « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Alors aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est, comme l'a dit M. Hamon, quels sont les liens entre le tube digestif, l'intestin et le cerveau ? La question ne date pas d'hier, car en psychiatrie, il y avait déjà en 1910 des psychiatres anglais qui proposaient de traiter la mélancolie, une dépression très sévère, par des extraits de ferments lactiques. Ensuite, le XXe siècle a été l'ère, d'abord dans un premier temps, dans les années 30-40, des thérapies de choc, puis dans un deuxième temps, à partir des années 50, de la psychopharmacologie. Donc on a mis de côté ce genre d'observation. Mais on y est revenu pour plusieurs raisons que je vais vous présenter maintenant. En 2005 a été décerné un prix Nobel à 2 médecins australiens qui, dans les années 80, passaient pour des hurluberlus car ils proposaient une origine bactérienne à l'ulcère gastro-duodénal.
Aujourd'hui, ça semble très commun, le traitement de référence de l'ulcère, ce sont les antibiotiques. Or, à l'époque, on pensait que l'ulcère était une maladie liée au stress, liée aux épices ou à un excès d'acidité. Et au moment où ces chercheurs australiens proposaient cette piste-là, il semblait inconcevable pour les médecins que des bactéries puissent se développer dans un pH aussi acide que celui de l'estomac. Et ils ont donc fait des cultures de liquide gastrique. Et c'est là où le processus de sérendipité s'est illustré. Et ça, ils l'ont dit au moment de la remise de prix, qu'ils avaient utilisé la sérendipité car en fait le liquide gastrique avait été laissé en culture 4 jours alors que généralement on considérait que 2 jours suffisaient au développement de cultures bactériennes. Il se trouve qu'à l'époque c'était le docteur Marshall qui avait fait un peu trop la fête le week-end et qu'en fait les techniciens eux étaient pris par une épidémie de staphylocoque en fait et donc étaient occupés à gérer tout un tas d'autres échantillons. Et donc il est arrivé avec des cultures qui avaient 4 jours de développement et il a trouvé un film fin de bactéries sur ces cultures. Et il a vu donc ces bactéries spiralées. Et donc ils ont essayé de publier ces résultats et aucune revue n'a accepté cette publication car ça semblait trop inconcevable. Il a fallu que le docteur Marshall s'inocule lui-même les bactéries pour démontrer qu'au bout d'une semaine, il a développé des signes de gastrite et qu'il a traité cette gastrite par antibiotiques. Donc il a apporté la preuve de Koch, c'était donc la preuve sur l'étiologie bactérienne d'une maladie, pour qu'on puisse accepter une origine bactérienne à l'ulcère gastro-duodénal. Ça, c'est juste un petit rappel pour l'humilité sur les idées reçues. On en a parlé, l'heuristique, dans la présentation du professeur Lemogne. Et donc, il faut à chaque instant pouvoir remettre en question nos connaissances. Et un autre prix Nobel, que vous voyez ici, 1937, Albert Stent, a dit « La découverte consiste à voir ce que chacun a déjà vu et d'y voir ce que personne n'avait imaginé ». Alors la question du microbiote, dont vous avez tous entendu parler, c'est un sujet très médiatique actuellement. On estime actuellement que 90% des maladies peuvent être liées à une perturbation du microbiote. Une perturbation, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être une conséquence de la maladie ou une origine de la maladie, en tout cas une association forte. Nous avons 10 à 100 milliards de bactéries dans notre flore intestinale. C'est 10 fois plus que le nombre de cellules dans le corps humain. Il y a plus de 10 000 espèces de bactéries dans notre tube digestif et 100 fois plus de gènes dans ces bactéries que de gènes dans notre patrimoine génétique. Et quand on va regarder les différences génétiques entre deux individus qui ne sont pas jumeaux, quand on regarde le patrimoine génétique humain, il y a 99,9% de ressemblance. Par contre, quand on regarde le microbiote, là, on n'a que 80-90% de ressemblance. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de différences entre nous par nos microbiotes que par notre génétique. Donc là, on a peut-être une piste à explorer sur les différences de réponse, par exemple, à des traitements médicamenteux. Ici, vous voyez une citation de Thomas Insel, qui était l'ancien président du NIMH, c'est l'Institut de santé mentale aux États-Unis, qui nous rappelle que comme on a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules eucaryotes, en fait, d'un point de vue purement objectif, nous sommes plus microbiens qu'humains et qu'il faut prendre cela en compte dans le développement humain. Ici, je vous présente une étude de l'an 2000 qui est passée inaperçue à l'époque pour plusieurs raisons. Elle concernait peu d'enfants, c'était des enfants autistes et c'était des psychiatres qui essayaient de trouver des médicaments pour améliorer les symptômes de l'autisme chez l'enfant. On sait que nous n'avons pas de traitement efficace actuellement. Et ils ont administré la vancomycine, c'est un antibiotique. Et ils ont constaté une amélioration des symptômes autistiques chez les enfants après 6 semaines de traitement et une aggravation à l'arrêt du traitement par vancomycine. Pendant 10 ans, on n'a pas entendu parler de cette étude. Par contre, cette étude est revenue en force dans les années 2010 pour plusieurs raisons.
À partir de 2009, le domaine du microbiote a été en plein essor car les hépatogastroentérologues avaient de nouvelles techniques, ce qu'on appelle la métagénomique, pour aller explorer le microbiote humain. Et maintenant, on peut, avec des techniques qui coûtent de moins en moins cher, de mieux en mieux caractériser le type de microbiote que nous avons dans notre tube digestif. Et il a été montré que les enfants qui souffraient d'autisme avaient plus d'espèces lactobacillus et plus d'espèces bactéroïdetes dans leur tube digestif. Mais non seulement on a constaté cela, mais on a constaté également des anomalies des microbiotes des frères et sœurs qui n'avaient pas d'autisme. Donc cela veut dire qu'il y avait probablement aussi un facteur environnemental commun chez ces enfants, mais que certains enfants développaient l'autisme, donc une vulnérabilité chez certains enfants. Et de plus, il a été démontré que la sévérité de l'autisme était associée aux perturbations du microbiote. Ici, vous voyez le modèle que nous nous proposons actuellement d'explorer en santé mentale, avec en parallèle d'un développement de cerveau qui, au cours de l'enfance et l'adolescence, devient de plus en plus riche. Et ensuite, vous voyez ici, entre l'adolescence et l'âge adulte, une raréfaction des synapses. Donc le cerveau choisit ses synapses, c'est le phénomène d'élagage à l'adolescence. Vous voyez également un développement d'un microbiote qui devient de plus en plus riche. Le microbiote se constitue dans les 2 premières années de la vie et après il peut rester relativement stable au cours de la vie, mais avec toutefois des modifications qui dépendent aussi du régime alimentaire. Et ici, vous voyez des âges différents pour l'apparition des troubles psychiatriques. Donc la question que nous nous posons actuellement, c'est quel est le lien entre ces 3 observations, ces 3 biographies de l'être humain? Est-ce qu'on peut expliquer un âge de début d'un trouble mental par une interaction microbiote-cerveau? Alors pour cela, je vais vous présenter des modèles animaux, car actuellement, l'essentiel des données se trouve chez l'animal et des études démarrent chez l'être humain. Nous sommes très impatients d'avoir les résultats, mais malheureusement, on se contente pour l'instant d'observations chez la souris, mais qui, vous allez le voir, sont extrêmement parlantes. Je vais commencer par les études qu'on appelle les études germ-free. Ce sont des études où l'on fait naître des souris en conditions stériles, par césarienne. Cela veut dire que les souris, au moment de leur naissance, ne sont pas contaminées par le microbiote maternel. Et donc, elles ont des tubes digestifs sans aucune bactérie. Qu'est-ce que l'on constate à ce moment-là? On constate que les souris développent des troubles qui ressemblent à la fois à des troubles anxieux et dépressifs sévères, avec un retrait. Elles arrêtent de se nourrir, elles n'ont pas d'interaction sociale. Certaines comportent même des comportements d'automutilation. Si on administre un microbiote à ces souris, l'ensemble de ces troubles est complètement résorbé, sauf si on attend plus de 9 semaines, dans quel cas les troubles sont irréversibles. Donc là, on a un modèle animal très fort qui suggère que les bactéries du tube digestif peuvent influencer le développement du cerveau. Ensuite, il y a les études de transplantation de microbiotes. C'est ce qu'on appelle les études translationnelles, mais dans l'autre sens, cette fois, on va de l'humain vers l'animal. Et vous voyez là aussi des résultats extrêmement frappants, car beaucoup d'études sur le microbiote portent sur l'obésité. Et on en a parlé dans la présentation du professeur Lemoine, il y a de gros problèmes de surpoids chez les personnes qui souffrent de troubles mentaux, et cela provient de tout un tas de facteurs, notamment de l'alimentation et de l'absence d'activité physique, on en a parlé, mais également aussi possiblement de leur microbiote. Et vous voyez ici, chez des rats qui donc sont nés en conditions stériles, si on administre des bactéries d'un être humain normal, il ne se passe rien. D'un être humain en état d'obésité, le rat devient obèse. Et ici, d'un être humain qui est en sous-poids, qui a perdu du poids, le rat perd du poids. Donc là, nous avons des résultats extrêmement frappants sur le pouvoir des bactéries de notre tube digestif sur notre santé physique et sur le poids. Il y a 2 études françaises qui ont été publiées en 2013 dans la prestigieuse revue Nature qui ont démontré que les sujets humains qui souffraient d'obésité avaient des perturbations du microbiote et que quand on les soumettait à un régime alimentaire hypocalorique, donc riche en fibres et en protéines, les sujets qui avaient un microbiote sain, entre guillemets, normal, avec une quantité normale de bactéries, perdaient du poids, alors que ceux qui avaient un microbiote altéré n'en perdaient pas. Donc là, on a aussi une piste très importante pour la prise en charge de la santé physique.
et donc, par conséquent, aussi de la santé psychique. Ici, vous voyez un modèle, un nom compliqué qui s'appelle le modèle d'activation immune maternelle. On a parlé tout à l'heure, au moment de la remise des prix, des modèles animaux. Là, c'est un modèle animal de l'autisme. On a parlé des modèles qui se basaient sur les infections. Lorsque un animal, donc une femelle pendant la grossesse est soumise à une infection et que le cerveau du petit est touché, dans la descendance, on constate des comportements qui ressemblent à des symptômes d'autisme. Et cette étude, publiée en 2013, montre que si on ajoute un probiotique, ici Bacteroides fragilis, les symptômes sont résorbés, c'est-à-dire qu'on fait de la prévention d'apparition des symptômes dans la descendance. Donc là, on a un résultat très prometteur. Un probiotique, ce sont des espèces bactériennes positives qui n'ont pas d'effet néfaste et qu'on peut administrer pour améliorer la santé. Alors, qu'en est-il chez l'être humain? On a parlé tout à l'heure du deuxième cerveau. C'est en lien avec la publication d'un livre qui a eu beaucoup de succès, Les charmes discrets de l'intestin, que je vous invite à lire, car c'est un livre très didactique d'une collègue allemande médecin qui faisait sa thèse de microbiologie et qui a fait ce livre en collaboration avec sa sœur, qui a fait des dessins très humoristiques et riches d'enseignements. Il y a plusieurs voies qui lient l'intestin au cerveau. La première, c'est la voie anatomique la plus connue, c'est la voie du nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf le plus long de l'organisme. Et une des informations frappantes, c'est que 80% des informations vont de l'intestin vers le cerveau. Ce sont des informations ascendantes. Donc nous recevons dans notre cerveau en permanence des informations inconscientes de notre intestin. Ensuite, il y a le métabolisme du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qui est impliqué dans beaucoup de pathologies mentales, notamment dans la dépression et l'anxiété. Il y a également la synthèse par les bactéries du tube digestif de ce qu'on appelle les acides à courte chaîne, les SCFA, qui joueraient un rôle très important dans le développement cérébral, notamment le développement neuronal. Ensuite, une observation très frappante, ce sont la synthèse de neurotransmetteurs par les bactéries du tube digestif. On trouve de la sérotonine, de la dopamine synthétisée par les bactéries du tube digestif. Et quand on regarde l'évolution, c'est très frappant, car on retrouve ces neurotransmetteurs chez les bactéries et chez les mammifères, mais pas dans les espèces intermédiaires de l'évolution, notamment chez les plantes et les animaux, et certains animaux comme les reptiles par exemple. Donc là, on a une hypothèse, ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes. Il y aurait une symbiose qui se serait faite au moment de l'évolution avec les bactéries de notre environnement pour en tirer le meilleur parti pour notre propre bénéfice. Ensuite, il y a des liens, comme l'a dit M. Hamon, très importants avec le système immunitaire. Vous voyez ici les cytokines, ce sont les molécules de l'information de l'immunité, et on retrouve des perturbations des cytokines très fortement associées à des perturbations des bactéries du tube digestif. Et enfin, le lien avec l'axe très connu du stress, l'axe corticotrope, le fait d'avoir une libération de cortisol modifie la mobilité de l'intestin, mais modifie également la composition des bactéries du tube digestif. Et inversement, on pense que les bactéries peuvent elles aussi modifier la synthèse de cortisol dans ce système. Et enfin, la dernière voie, et qui est une des voies les plus prometteuses, c'est la voie de la perméabilité digestive. Normalement, physiologiquement, notre tube digestif est censé être imperméable. Notre intestin nous protège également des agents infectieux contenus dans notre alimentation. C'est la fonction de l'estomac. 2/3 des bactéries sont décapitées par l'estomac, ce qui veut dire que quand nous mangeons des yaourts, 1/3 seulement des bactéries du yaourt arrivent jusqu'à notre tube digestif. Et ça, c'est un grand problème dans les thérapeutiques qui ciblent le microbiote, car il faut passer cette barrière. Et on pense qu'il y a un lien très fort entre une inflammation au niveau des bactéries et une augmentation de la perméabilité du tube digestif. C'est ce qu'on appelle la dysbiose des bactéries. Dysbiose, ça veut dire une perturbation qualitative des bactéries. En comparaison à paucibiose, c'est une raréfaction quantitative du nombre de bactéries dans le tube digestif. Et à partir du moment où ce microbiote est perturbé, ça laisserait passer tout un tas de molécules qui seraient néfastes pour notre organisme. Et c'est ce qu'on appelle des marqueurs de translocation bactérienne anormale.
Nos collègues de Baltimore sont donc allés regarder dans le sang des personnes qui souffraient de schizophrénie et de troubles bipolaires s'ils retrouvaient des marqueurs de translocation bactérienne anormale. Et ils ont retrouvé effectivement tout un tas de molécules anormales dans le sang circulant des personnes qui souffraient de schizophrénie et de troubles bipolaires. Ce n'étaient pas les mêmes marqueurs dans les deux pathologies. Donc là, nous avons une piste très importante pour aller explorer plus avant la perméabilité digestive de nos patients, ce qui pourrait expliquer tout un tas de troubles. On a parlé tout à l'heure notamment de la diminution de l'espérance de vie. Nous avons peut-être là une piste thérapeutique très importante. Alors, quelles sont les options thérapeutiques? Là, vous allez être, je pense, très déçus. Ce sont des pistes essentiellement basées pour l'instant sur la prévention par l'alimentation. Alors, j'ai beaucoup de collègues qui se moquent de moi en disant le docteur Guillaume Font, il veut soigner la schizophrénie avec de l'aspirine, des oméga 3, des yaourts et de la salade. Mais je le vis bien. Et ici, vous voyez les aliments qui sont les plus riches en antioxydants, en anti-inflammatoires et en probiotiques. Donc, ces aliments-là, il n'y a pas de secret, en fait. Il s'agit de choisir les aliments les plus riches en protéines et en fibres et les plus pauvres en sucre raffiné et en graisses saturées. Et à partir de là, donc nous espérons, avec toutes les données que je viens de vous présenter, de pouvoir intégrer, et c'est ma dernière diapositive, de pouvoir intégrer dans l'examen du patient un examen du microbiote, au même titre qu'on fait une prise de sang, de pouvoir faire une analyse du microbiote pour pouvoir déterminer qui sont les personnes qui ont des perturbations du microbiote, qualitatives ou quantitatives, et pouvoir ainsi proposer des traitements ciblés. Je vous remercie de votre attention.